Ce week-end, la Formule 1 sera à Imola pour la 4e manche du championnat du monde. Autrefois appelé Grand Prix de Saint-Marin, il s'agit d'un Grand Prix historique pour la Formule 1 avec 29 courses disputées à ce jour. Après son retrait en 2007, il a fait partie des Grands Prix ayant été choisis pour remplacer ceux annulés à cause du Covid en 2020. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux dernières éditions ont été riches en émotions et en action. En 2020, on se rappelle du crash de George Russell derrière la safety car, du podium de Renault et du 7e titre constructeur de Mercedes. Mais la saison 2021 n'est pas en reste avec l'énorme crash entre George Russell et Valtteri Bottas, tous deux alors prétendant au bac à Mercedes, l'énorme erreur de Lewis Hamilton qui l'envoie dans le bac à gravier et qui lui fait casser son aileron, le drapeau rouge, bref. C'était tout aussi énorme. L'édition 2022 va avoir du pain sur la planche pour être tout aussi bien. Mais avec un Ferrari à la maison, des améliorations en tout genre chez toutes les écuries, il est risqué d'avoir du spectacle. Je vous propose de plonger avec moi dans un nouvel épisode de ce qu'il faut attendre du Grand Prix de Imola. C'est parti! Premier enjeu du week-end, la course sprint. C'est une qualification! Samedi aura lieu la première qualification sprint de la saison. Apparue l'an dernier à l'occasion de 3 Grands Prix, on remet le couvert cette année. Et c'est Imola qui ouvre le bal. Eh bien, qu'est-ce qui va changer par rapport à un Grand Prix normal? On commence avec le vendredi. Au lieu d'avoir les deux séances d'essais libres classiques, on se retrouve avec une séance d'essais libres le matin et la séance de qualification qui est habituellement le samedi en fin d'après-midi. Le samedi, on retrouve le matin une séance d'essais libres et l'après-midi la fameuse qualification sprint. Donc on retire une séance d'essais libre du week-end. La grille de départ de cette qualification sprint est déterminée par la qualification du vendredi soir. Et le dimanche, on touche à rien, on garde le Grand Prix avec la grille de départ déterminée par la qualification sprint, par le résultat de la qualification sprint. On a cette année une modification majeure par rapport à l'an dernier. À savoir que cette année, 8 pilotes vont marquer des points lors de la qualification sprint contre seulement 3 l'an passé. Le but de cette épreuve est bien évidemment de pousser les voitures au maximum de leur capacité, aller au maximum de la puissance, de la vitesse, sans trop se préoccuper de la température des gommes, de la chauffe des gommes. Le but c'est vraiment d'aller le plus vite possible. D'où le terme sprint. Si les qualifications sprint de l'an dernier ont plutôt été en demi-teinte, c'est parce que les voitures n'arrivaient pas à se suivre. Donc cette année, on espère que le fait que les voitures puissent se suivre va remédier les problèmes qu'on a connus l'an dernier. Mais pour être parfaitement honnête, je pense pas que ça va suffire pour rendre cette qualification sprint très intéressante. Parce que comme on l'a vu à Melbourne, il y a déjà d'immenses écarts de performance entre les monoplaces. Par conséquent, même si elles peuvent se suivre, si elles sont loin les unes des autres en piste, il n'y aura toujours pas de dépassement. À cela, on peut ajouter le fait qu'Imola, c'est pas vraiment un Grand Prix qui est réputé pour permettre beaucoup de dépassements. Encore plus avec des voitures si larges et peu agiles que sont les monoplaces de nouvelle génération. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si je pense concrètement au fond de moi que la qualification sprint, on va s'ennuyer un peu comme l'année dernière. Deuxième enjeu du week-end, les améliorations. Premier Grand Prix en Europe, premières améliorations chez tout le monde. C'est peut-être le premier basculement de la saison, peut-être le premier basculement de la hiérarchie. Toutes les écuries vont normalement améliorer leur monoplace avec de nouvelles pièces. Du côté des leaders, Mattia Binotto a déjà annoncé le week-end dernier que ce seront des améliorations mineures qui vont être apportées et ce sera vraisemblablement du côté du diffuseur pour réduire les problèmes de martionnage qu'ils connaissent. Une autre écurie qui connaît bien ces problèmes de martionnage, c'est Mercedes. En grosse difficulté depuis Bahreïn, ils n'ont pas trouvé les bons réglages pour faire fonctionner leur voiture. Très loin de la Ferrari de Charles Leclerc en qualification et en course, il lui concède plus d'une seconde en qualif et je ne sais combien de temps en course. Pour eux, ça va être crucial d'apporter des bonnes améliorations aux endroits clés, même si on sait qu'ils ont un déficit du côté du moteur et que cette année ils pourront seulement travailler sur la fiabilité parce qu'il y a un gel des moteurs chez tout le monde, ils vont devoir concentrer leurs efforts sur l'aéro. Donc à voir ce que ça va donner s'ils vont apporter des améliorations sur leur ponton, qui est très différent de tout ce qu'on connaît chez les autres écuries, s'il sera sur les ailerons avant et ailerons arrière. Au moins, ils ont déjà un avantage, eux, c'est que leur voiture, elle est fiable. Pas comme chez leurs rivaux de l'an passé, Red Bull. Gangréné par des petits soucis mais qui font perdre de gros points en championnat, Red Bull doit clairement améliorer la fiabilité globale de leur voiture. Et j'insiste sur le fait que ce soit des améliorations globales. Red Bull, ils n'ont pas un souci sur la monoplace, ils ont plein de petits problèmes. Ils se retrouvent aujourd'hui à 49 points de Ferrari. Mais bon, à l'inverse de Mercedes, comme j'ai dit précédemment, eux, s'ils n'ont pas la fiabilité, ils ont la performance. Et on l'a vu à Jeddah, quand la voiture elle marche, quand la voiture fonctionne, et ben ils sont redoutables. La pole de Sergio Pérez, la victoire de Max Verstappen. Alors certes, Melbourne, ils étaient très loin de Ferrari parce qu'ils étaient dans un autre monde, Ferrari tout simplement, mais c'était un circuit atypique. Donc peut-être qu'à Imola, avec des améliorations au niveau de la fiabilité, avec la performance qu'ils ont déjà,
il y aura peut-être de nouveau une bataille comme on l'a connu à Jeddah. Et puis pour finir sur les améliorations, il y a tout le midfield. On sait qu'une petite amélioration qui vous fait gagner un dixième vous fait passer comme ça de la 14e à la 7e place. Donc là le défi c'est de savoir qui de Alpine, Haas, McLaren, AlphaTauri, bref, qui compose le midfield, va trouver la bonne amélioration pour passer au-dessus des autres. Et on sait que dans le midfield, si on comprend pas bien sa voiture et qu'on n'apporte pas les bonnes améliorations, on se retrouve très vite en fond de grille. Donc dans tous les cas, ce week-end sera très probablement la première bascule du championnat dans la hiérarchie. J'ai très hâte de voir si les écarts vont se stabiliser, si on va voir de nouveaux écarts se creuser parce que quelqu'un va trouver le truc qui va la faire passer devant tout le monde. Bref, j'ai hâte. La question de week-end, est-ce que Alpine serait la meilleure écurie des autres? 7ème à Bahreïn, 6ème à Jeddah, 7ème à Melbourne. Esteban Ocon nous fait un très bon début de saison. Régulier et ne souffrant d'aucun souci mécanique, Esteban Ocon permet aujourd'hui à Alpine d'être 5ème au championnat constructeur. Alors on peut pas tirer le même constat pour son coéquipier Fernando Alonso qui lui au contraire a eu des soucis de fiabilité à Jeddah, a eu un souci de fiabilité en qualif à Melbourne qui l'a envoyé tout droit dans le mur et on se dit vraiment que c'est une occasion gâchée quand on sait que si Alonso finissait son tour, il se retrouvait peut-être en première ou même en deuxième ligne. Bref, si Alpine règle ses soucis de fiabilité, eh bien ils sont peut-être la meilleure écurie des autres. Si on regarde aujourd'hui qui sont ses rivaux, on a Alfa Romeo, McLaren ou encore AlphaTauri. McLaren, on l'a vu à Bahreïn, ils ont une voiture très compliquée à comprendre et ils ont eu des résultats très en dessous de ce qu'ils attendaient. À Jeddah, seulement une voiture finit dans les points et à Melbourne, ils s'en sortent avec de très gros points, mais c'était un circuit atypique. Encore une fois, beaucoup d'observateurs de la Formule 1 l'ont répété. Il ne faut pas tirer des conclusions sur la performance de Melbourne. Donc McLaren, ils sont en difficulté avec la compréhension de leur voiture. Il faut attendre des améliorations pour qu'ils puissent peut-être avoir des résultats plus réguliers. Mais en l'état, McLaren, ça joue pas les gros points tous les Grands Prix. Alfa Romeo, de leur côté, dans leur rang, ils ont un rookie. Il va lui falloir du temps pour s'adapter à la Formule 1. Il ne pourra sûrement pas jouer les points tous les week-ends. On l'a vu avec Yuki Tsunoda l'année dernière. C'est compliqué de s'adapter en Formule 1, surtout quand on a un coéquipier qui est très performant. Et Alfa Romeo, c'est exactement ce qui leur arrive. Ils ont Valtteri Bottas qui est un très bon pilote, qui lui va ramener les gros points si la fiabilité ne lâche pas. Mais Bottas, on l'a vu, c'est un pilote qui était 5 ans dans une top team. Il n'était pas habitué à aller dans le midfield, à se battre dans le peloton. Donc peut-être que Bottas va avoir plus de difficultés pour se battre avec les autres, pour tenter des dépassements un peu osés. Enfin AlphaTauri, les pilotes l'ont dit, ils ont une voiture qui est pas assez performante à leurs yeux. Ils ne peuvent pas espérer plus loin que la Q2. Entrer dans la Q3, c'est très compliqué pour eux, c'est ce que disait Pierre Gasly. Et sans l'intervention de la safety car le week-end dernier, les deux se retrouvent hors des points. Donc AlphaTauri va falloir attendre les améliorations pour voir ce que ça va donner. Donc si on prend ce constat-là, Alpine ont toutes leurs chances pour prendre la 4ème place au constructeur. Et on peut même rêver de les voir se battre avec Mercedes. Parce que si les flèches d'argent ont du mal à développer leur voiture comme ils le souhaitent, il y a peut-être une fenêtre de tir pour les bleus. Et quand on repense au Grand Prix de Jeddah, s'il n'y a pas la bataille entre les deux coéquipiers, George Russell, il n'arrive pas à s'envoler plus que ça. Donc pour ce week-end, mon niveau d'attente qui s'élève une nouvelle fois à 4 étoiles sur 5. Alors oui, je suis peut-être un peu optimiste chaque semaine, c'est vrai, mais j'aime à croire que chaque week-end peut nous réserver un peu de folie. Alors peut-être pas en piste ce week-end parce que avec une seule véritable zone de dépassement, on risque pas d'avoir un festival de dépassement. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'interrogations ce week-end et que la qualification sprint est là, ça amène un petit peu d'excitation quoi. Enfin, on termine cette vidéo avec la stat du week-end que je pique à la chaîne YouTube L'Œil du Paddock. Depuis 2010, un seul pilote a réussi à remporter le titre en accumulant 40 points de retard à un moment donné dans la saison. C'était Sébastien Vettel en 2012. Bon courage Max, bon courage Lewis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut!